C'est la plus vieille route commerciale maritime de l'humanité. Elle s'étire sur 10 000 km, longe 3 continents et rime avec pouvoir et richesse. Son histoire commence il y a plus de 2000 ans. Elle est faite de 1000 péripéties et d'autant de tragédies que de prouesses. C'est l'histoire de la route maritime de la soie. Elle nous parle de commerce, bien sûr, mais aussi de religion, de guerre et de gigantesques bateaux trésors. Pourquoi parlait-on de bateaux trésors? Parce que la flotte de Zheng He était destinée à recevoir dans ses flancs une multitude de produits de luxe pour la cour impériale, lorsque Pékin est devenue la nouvelle capitale de la Chine. Si l'Empire du Milieu commence bien plus tard que l'Arabie à exercer une influence sur la route maritime de la soie, certains produits de fabrication chinoise connaîtront rapidement un grand succès. La porcelaine de Chine sera prisée par le monde entier. Le brocart, lui, sera un luxe réservé aux maisons princières et aux cours impériales. La culture chinoise se diffusera dans de nombreuses villes portuaires tout au long de la route maritime de la soie. La Chine est aujourd'hui la plus grande puissance commerciale maritime mondiale. Ses porte-containers règnent en maître sur les océans. La montée en puissance de la Chine remonte à la fin du XIVe siècle. Seules quelques ruines subsistent du chantier naval de Nanjing, où la flotte de Zheng He a vu le jour au XVe siècle. Le navigateur a effectué 7 grandes expéditions avec la flotte impériale. Je suis convaincue que les grandes missions qui ont été confiées à Zheng He avaient non seulement un but politique et social, mais aussi des objectifs économiques et commerciaux. Elles ont également contribué à ouvrir de nouvelles voies maritimes à travers l'océan Indien, qui sont devenues autant de liaisons entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Un important réseau marchand a ainsi pu être créé, précurseur de notre actuel système commercial mondialisé. La Chine, un pays au passé agité. Sa longue histoire a été marquée par diverses dynasties. Elle a connu en alternance l'influence des Mongols, ce peuple de cavaliers nomades venus du nord, et celle des grandes dynasties du sud. À la fin du XIVe siècle, 100 ans après le voyage de Marco Polo, ce sont les Ming qui règnent sur la Chine, après l'effondrement de la dynastie Yuan dominée par les Mongols. Nanjing, la nouvelle capitale du Sud, devient le centre politique et économique du pays. La Chine joue un rôle central dans les échanges commerciaux autour de la route de la soie. Les Asiatiques ont toujours été des marchands de premier ordre, aussi bien en nombre qu'en termes de qualité. L'Empire de Chine est donc au centre des relations entre Orient et Occident. On connaît le rôle prépondérant de la Chine dans l'histoire des techniques. De nombreuses inventions, comme la poudre à canon, le papier ou la boussole, viennent de là-bas. Les vestiges du palais Ming à Nanjing attirent de nombreux visiteurs. Il y a plus de 600 ans, ce palais était le centre du pouvoir en Chine. C'est le premier empereur Ming, Hongwu, qui a décidé de faire de Nanjing la capitale de son empire en 1368 et d'y édifier son palais après avoir obligé le dernier représentant de la dynastie Yuan à fuir en Mongolie. La flotte des trésors de Zheng He quitte pour la première fois le port de Nanjing en 1405 pour des expéditions maritimes à vocation avant tout diplomatique, signe d'une nouvelle politique extérieure, celle de l'empereur Yongli.
La dynastie Ming, alors au pouvoir, voulait pour ainsi dire asservir tous les pays voisins. On avait un souvenir amer de la domination mongole, à laquelle on venait juste de mettre fin, et les nouveaux dirigeants avaient à cœur de s'affirmer. Pour cela, il convenait de développer l'art de la navigation, qui avait vu le jour les siècles précédents sur les côtes sud du pays. Yongli fait bâtir une flotte de jonques et charge l'eunuque Zheng He, sacré amiral pour l'occasion, de se rendre au-delà de l'océan Indien pour annoncer à l'ouest la nouvelle ère chinoise, l'ère des Ming. Les expéditions de Zheng He étaient des démonstrations de puissance politique. Elles devaient prouver la grandeur de la dynastie Ming. L'empereur a fait construire une formidable flotte. Il a constitué des équipages et envoyé les navires à l'étranger pour faire savoir au monde entier qu'une nouvelle dynastie avait pris les rênes du pouvoir en Chine. On voulait également relancer la tradition des rançons qui existait depuis fort longtemps en Asie. Le nombre et la magnificence des navires doivent témoigner de la puissance des Ming et inciter les pays visités à leur verser un tribut. Les navigateurs de cette flotte de prestige s'appuient sur le savoir-faire qui s'est constitué au fil des siècles dans le sud de la Chine. La navigation chinoise s'est d'abord développée sur les canaux et les fleuves, afin d'approvisionner les villes situées sur leur parcours. Les premiers canaux sont creusés à l'initiative du souverain de l'État de Wu, il y a plus de 2400 ans. Ils seront reliés par la suite au Grand Canal, la plus ancienne rivière artificielle du monde. Les jonques chinoises étaient donc à l'origine des embarcations fluviales. Les eaux du Yangtze sont agitées par de puissants courants et peuvent même être assez turbulentes par endroits. La navigation n'y était donc pas aisée et s'est reportée rapidement au domaine côtier. Sous l'influence arabo-musulmane et peut-être aussi malaisienne, sont ensuite apparus de nouveaux types de navigation capables d'affronter la haute mer. Une île indonésienne baignée par les eaux de la mer de Chine méridionale. Au fond des eaux qui bordent l'île, gisent la plupart des épaves des premières heures de la route maritime de la soie. L'équipe de chercheurs partis en expédition à bord de l'Alikai, un navire traditionnel malaisien tout en bois, se prépare à plonger, soupçonnant la présence d'une épave chinoise dans les alentours. Fred Doberfull, plongeur professionnel spécialisé en archéologie subaquatique, part en éclaireur. Il vit en Indonésie depuis longtemps et connaît bien ces fonds marins jonchés d'épaves. Certains de ces navires ont sombré il y a 1000 ans. Ils sont restés là, intouchés pendant des siècles. C'est un honneur pour moi d'être le premier à les redécouvrir et à recueillir les informations qu'ils contiennent. Nous savons que plus de 400 navires ont coulé, dont une vingtaine, au mieux une quarantaine, ont été retrouvés à ce jour. Et cela concerne seulement la courte période des Indes néerlandaises. Or, les périodes d'influence chinoise et arabe sont bien plus longues. Bref, je pense qu'il reste des milliers d'épaves à découvrir. Toutes ces épaves renseignent les archéologues et les chercheurs sur les itinéraires commerciaux, les chargements, les navires eux-mêmes, et donc les traditions et les cultures de l'époque. Thomas Förster, expert en archéologie sous-marine, explore avec ses collègues les vestiges d'un navire chinois. Il pourrait dater de la dynastie Yuan, celle où Marco Polo était l'hôte de la cour du Grand Khan. Voilà quelques années que l'épave a été découverte, mais les fouilles sont loin d'être terminées. Les scientifiques espèrent trouver des indices confirmant l'hypothèse de liens commerciaux entre la Chine et les îles de Malaisie. Un certain nombre de pièces attestent très clairement de l'origine chinoise du bateau. L'épave contenait encore des vestiges de son ancien chargement. On a retrouvé du benjoin,
une résine qui était utilisée dans la préparation de certains vernis en Chine, mais dont on s'est aussi servi en Europe, notamment pour fabriquer de l'encens. On a également retrouvé des pièces trouées chinoises, qui étaient essentiellement utilisées pour le commerce régional de petite envergure, et réunies par des cordelettes de différentes longueurs. Ces pièces de monnaie confirment qu'il s'agit bien d'une embarcation chinoise. Le commerce sur la portion est de la route de la soie dépasse rapidement les frontières de la Chine et de l'Indonésie. Ces pièces rondes, percées en leur centre d'un trou carré, sont facilement datables grâce aux inscriptions qui y figurent. Elles remontent au 7e et 8e siècle. Et 2 ou 3 siècles plus tard, sous la dynastie Song, on en trouvait sur toutes les côtes asiatiques. C'était un peu le dollar de l'époque. Ce sont avant tout ces relations commerciales locales, dont on retrouve des traces dans tout le sud-est asiatique, qui permettent aux spécialistes de mieux comprendre l'histoire de la route maritime de la soie. Quand on étudie l'histoire de l'humanité et la façon dont le commerce a changé le monde, on remarque que ce sont généralement les produits de luxe, ou ce qu'il en reste des siècles plus tard, qui nous renseignent sur les liens commerciaux d'autrefois. La soie, les sculptures, le bronze, toutes ces choses qui résistent à l'épreuve du temps. En réalité, les liens entre les différentes régions reposaient principalement sur des échanges de marchandises plus basiques, des produits de consommation courante, comme le riz. Les chercheurs procèdent donc à l'analyse génétique des différentes variétés de riz pour tenter de déterminer dans quelle zone on trouvait quelle variété à quelle époque, et en tirer des conclusions sur les relations commerciales. Et de fait, on constate que la céréale s'est répandue d'est en ouest, ce qui n'a pu se produire que par le commerce. Ces nouvelles données nous aident à mieux comprendre la dynamique commerciale d'autrefois. À partir des analyses génétiques, on peut déduire que le riz asiatique est arrivé jusque sur les côtes d'Afrique de l'Ouest. Des fouilles archéologiques, et notamment l'étude de certains objets en céramique, ont permis de conclure que cela s'est passé autour du 7e siècle. Le riz était une marchandise essentielle, qui remplissait vraisemblablement les cales des navires, à l'époque même où l'on transportait de la soie, des pierres précieuses, ou encore du bronze ou d'autres métaux. Le commerce a influencé la navigation, et vice-versa. La navigation a permis la diffusion des marchandises dans un rayon toujours plus vaste. Le commerce en Extrême-Orient reposait moins sur des marchandises de luxe que sur des produits du quotidien. Les bateaux trésors de Zheng He sont le résultat de la longue évolution de la navigation chinoise, dont la période glorieuse a débuté avant la dynastie Ming et a connu son apogée au début du XVe siècle, avec les 7 expéditions de l'illustre amiral. Les 7 voyages de Zheng He étaient des missions que l'État chinois confiait aux diplomates dans le but de faire revivre les vieilles traditions chinoises. Tout porte à croire que la navigation chinoise était alors à son apogée et que ces embarcations étaient monumentales. Zheng He, né Ma He, est issu d'une famille de confession musulmane. Son père, et au moins un autre de ses ancêtres, avaient été gouverneurs du Yunnan, sous la dynastie mongole des Yuan. À l'âge de 11 ans, il est fait prisonnier par les troupes du premier empereur de la dynastie Ming.
Qu'on lui confie par la suite la mission de construire une flotte de prestige et de mener des expéditions de la plus haute importance ne surprend pas les chercheurs. Le secret des Mongols, et cela vaut pour tous les empires du monde, on l'a vu plus tard chez les Espagnols, est qu'ils savaient exploiter le savoir-faire, les compétences, les aptitudes particulières des différentes nations. Ils prenaient par exemple des Ouïghours comme conseillers financiers et des Coréens et des Chinois comme navigateurs. Ils s'appropriaient ainsi une multitude de connaissances qu'ils savaient mettre au service de leurs propres intérêts. Capturer des enfants et en faire des eunuques qu'on élèvera à la cour impériale pour en faire de hauts fonctionnaires de l'État est une pratique courante dans la Chine du Moyen-Âge. Zheng He est d'abord serviteur à la cour du prince de Yan, le futur empereur Yongli. Le père de l'eunuque, un pèlerin musulman, était en contact avec les navigateurs arabes. Cela a pu favoriser la nomination de son fils comme amiral des mers de l'Ouest, chargé en tant que tel de constituer une flotte de navires aptes à transporter des trésors. Des fouilles ont exhumé les ruines du chantier naval de Longjiang, à Nanjing. Au vu de l'immensité des lieux et de la longueur des docks, on n'a aucun mal à imaginer la taille des bateaux qui y étaient construits. À ce jour, les historiens ne sont toujours pas d'accord sur la grandeur et la puissance de la flotte de Zheng He. Tous les documents qui contenaient des informations sur l'architecture des navires ont été perdus. On manque également de sources fiables quant aux objectifs de ces formidables expéditions. Les experts ne peuvent qu'émettre des suppositions. Certaines données laissent à penser que la flotte, placée sous le commandement de Zheng He et de ses adjudants, comptait entre 100 et 150 vaisseaux, vraisemblablement répartis entre plusieurs sous-flottes. Certaines restaient en Asie du Sud-Est, tandis que d'autres partaient sillonner l'océan Indien. De petites flottes, des flottilles pour ainsi dire, allaient jusqu'au sud de l'Inde, et plus loin encore dans le monde arabe. Mais combien de navires composaient ces flottes, nous n'en savons malheureusement rien. Les historiens chinois ont une autre vision des choses. La flotte de Zheng He était constituée de plus de 200 navires de toute taille. Il y en avait des grands, des moyens et des petits. Mais 62 bateaux étaient immenses. L'ensemble de la flotte employait 27 000 personnes. Cela prouve qu'à l'époque, les Chinois étaient les maîtres de la construction navale et de la navigation. Il existe des sources manuscrites qui indiquent la taille des flottes et de leur équipage, autrement dit le nombre de bateaux et de matelots qui les composaient. Quelques chiffres donnent également une idée des dimensions des navires. Mais tout cela est remis en question aujourd'hui. Comment nourrir 20 000 hommes? Comment les loger? Cela pose de sérieuses questions au niveau des infrastructures et de la logistique. Les ports du sud-est asiatique abritaient 3, 4, maximum 5 000 habitants. C'étaient quasiment des villages. Comment d'aussi petites bourgades pouvaient-elles approvisionner une flotte aussi gigantesque? C'est le grand point d'interrogation. À l'exception de son petit-fils Xuande, les successeurs de l'empereur Yongli se désintéresseront des activités maritimes et donc des expéditions vers des terres lointaines. Le transfert de la capitale de Nanjing, située sur le delta du Yangtze, à Beijing, construite à l'intérieur des terres, a pu contribuer à ce désintérêt. Les journaux de bord de Zheng He ont presque tous disparu. Les informations dont on dispose aujourd'hui nous viennent d'écrits datant d'époques ultérieures. Peut-on se fier à ces manuscrits? Les avis divergent.
C'est pourquoi les scientifiques se sont penchés sur des sources d'informations plus fiables. Non pas des écrits, mais des objets retrouvés sur les épaves ou d'autres découvertes archéologiques, qu'ils analysent au moyen de méthodes modernes. Que nous révèle par exemple un objet qu'on a transporté d'un point A à un point B? Les expéditions maritimes laissent généralement des traces, à commencer par les épaves, et lorsqu'on a de la chance, leur chargement. Pour les archéologues, c'est bien sûr un formidable trésor. Les objets retrouvés permettent de comprendre comment les gens communiquaient entre eux à une époque donnée, quels matériaux étaient acheminés, ce qu'on échangeait entre quel pays à quel moment. C'est également une source fantastique pour reconstituer des fragments d'histoire qui ne sont consignés dans aucun manuscrit. Archéologie, histoire, biologie. Toutes ces sciences s'allient et se conjuguent pour nous livrer de précieuses informations sur le passé. À l'étude déjà bien connue de la peinture, de l'écriture ou des symboles, s'ajoute désormais celle des matériaux, des alliages et des couleurs. Nos connaissances scientifiques évoluent et on peut maintenant se poser la question: comment perçoit-on un objet en porcelaine chinoise en Inde? Qu'apprend-on en le découvrant? Comment l'aborde-t-on? Prend-on en compte de nouveaux facteurs comme les motifs ou les matériaux? Se demande-t-on si l'objet est lié au lieu où il se trouve ou s'il est là par hasard? Un expert en histoire des sciences est quelqu'un qui va confronter les informations issues des différentes sources scientifiques pour en tirer de nouvelles conclusions. Avec les technologies d'analyse actuelles, nous pouvons aujourd'hui soutirer aux objets des informations qu'ils refusaient jusque-là de nous dévoiler. En particulier ce que les sources manuscrites n'étaient pas en mesure de révéler. Ces méthodes n'existent que depuis quelques années. Le laboratoire de recherche de Radgun de Berlin est spécialisé dans ce type d'analyse. L'un des projets sur lequel il travaille actuellement consiste à examiner les peintures rupestres du nord de la route de la soie terrestre, exposées au musée d'art asiatique de Berlin. Ici, les chercheurs s'intéressent moins aux motifs qu'au type de matériaux et à la façon dont ils ont été travaillés. Les différentes couches de peinture et les pigments utilisés peuvent fournir de précieux indices sur les liens commerciaux de l'époque. Nous nous intéressons aux différents composants des peintures, aux matériaux originaux, donc aussi aux pigments employés pour ces peintures rupestres. Nos analyses peuvent donner des indices sur l'origine de ces matières. On sait par exemple que le lapis lazuli, un pigment bleu outre-mer qu'on retrouve dans de nombreuses peintures pariétales, venait d'Afghanistan, où existait un gisement très connu de la roche dont on extrait ce pigment. Si on détectait du lapis lazuli afghan en analysant les composants d'une céramique chinoise retrouvée sur une épave au large de l'Indonésie, les conclusions seraient faciles à tirer. Pigments, techniques picturales, composition chimique, autant d'éléments propres à renseigner les chercheurs sur l'évolution des liaisons maritimes en Asie orientale. La porcelaine de Chine est toujours fabriquée presque comme autrefois, dans de petites manufactures, et elle est toujours très demandée à l'étranger. Formes, motifs et techniques ont perduré au fil des siècles. Dans de nombreux ateliers, on est fier de perpétuer une tradition millénaire. Oui,
On sait que la porcelaine de Chine était déjà fabriquée en grande quantité et exportée en Occident, sous la dynastie Tang, au 8e siècle. Des découvertes faites en Asie du Sud-Est en attestent. On a donc la preuve que d'étroits liens commerciaux s'étaient tissés entre la Chine et l'Occident il y a fort longtemps. Cela signifie d'une part que ces pays entretenaient des relations et d'autre part que la route maritime de la soie existait déjà. La porcelaine peinte à la main a donc rempli les cales de bien des navires au fil des siècles. Plus tard, le commerce à longue distance mettra l'accent sur les articles de grande valeur. Depuis le début du XVIe siècle, la porcelaine bleue et blanche, reconnue comme typiquement chinoise, est exportée dans le monde entier jusqu'en Amérique. Ce sont d'énormes quantités de porcelaine chinoise qui ont été transportées sur les mers au fil des siècles. Et parce que la porcelaine se conserve très bien, on en retrouve souvent sur les épaves. Elle constitue un excellent indicateur temporel pour les chercheurs. Mais ces longs périples en bateau n'avaient pas pour seul but d'échanger des marchandises. Les jonques chinoises transportaient également des dignitaires de l'État et des diplomates. Les archéologues spécialisés dans les fouilles sous-marines pensent avoir découvert l'épave d'un navire transportant de tels voyageurs au large de l'île indonésienne de Belitung. Dans l'un de ses récits, Marco Polo décrit une expédition à Sumatra et mentionne le naufrage probable d'un navire ayant eu à son bord une princesse chinoise. Et j'ai pu constater non seulement que ce navire était bien là, au fond de la mer, mais plus ahurissant encore, qu'il y avait sur Belitung, non loin de l'épave, un temple chinois dédié à une princesse qui aurait été sauvée de la noyade par un dragon. Ainsi, il semblerait que même les légendes fournissent des indices sur les naufrages, et donc les épaves comme celle-ci. Légende ou réalité? Nul ne le sait aujourd'hui. Le personnage représenté sur ce tableau du temple de Belitung présente de fortes ressemblances avec une grande déesse, Matsu. Dans la mythologie chinoise, Matsu joue un rôle important pour les navigateurs. Elle est extrêmement populaire aujourd'hui encore. On la surnomme parfois la Madone de l'Extrême-Orient. C'est une divinité vénérée principalement le long des côtes de Chine, en tant que protectrice des navigateurs. Il existe d'innombrables représentations de Matsu, qui apparaît toujours dans les atours d'une princesse. Elle a l'œil qui voit tout et l'oreille qui entend tout, faculté grâce auquel elle a connaissance des marins en détresse et peut les sauver. Elle rêvait que son frère et son père étaient en pleine mer dans leur bateau de pêche. Ils étaient pêcheurs tous les deux. Et que soudain, une énorme tempête éclatait, leur faisant courir un grand danger. Dans son rêve, elle était en train de les sauver de la noyade et avait déjà réussi à mettre son père en sécurité. Quand sa mère lui a tapoté l'épaule et l'a réveillé. Par conséquent, elle n'a pas pu sauver son frère, qui est mort noyé. Même dans la Chine post-communiste, Matsu est vénéré comme par le passé. De nombreux temples lui sont consacrés tout au long du littoral chinois. Plus d'une ville a fait élever une statue à son effigie, de dimensions parfois monumentales.
Certaines font plus de 20 mètres de haut. La popularité de la déesse des navigateurs s'étend à l'Indonésie, pourtant à forte majorité musulmane, sans doute en raison des eaux dangereuses de l'archipel. Alors que l'Alicaï met le cap sur le prochain lieu de fouille, Fred d'Oberfool nous explique pourquoi il y a une telle concentration d'épaves autour de Belitung. Tous les ans, il y a des naufrages autour de Belitung. Il y a énormément de récifs dans les environs, et certains ne figurent toujours pas sur les cartes marines. Celle qu'on utilise sur ce bateau, par exemple, date de 1898. Elle a été réalisée par le Discovery, un navire hydrographique anglais, et comporte beaucoup d'imprécisions qui n'ont toujours pas été corrigées. Certains éléments sont mal positionnés, comme le récif qui a causé le naufrage du Forbes, dont nous avons repêché l'épave il y a quelques années. Peu après notre départ, un yacht australien s'est heurté au même récif, car sur la carte, celui-ci est indiqué 500 mètres plus au nord qu'il ne l'est en réalité. L'imprécision des cartes marines et la présence de récifs insoupçonnés ne sont pas les seuls dangers de l'archipel indonésien. Entre le 8e siècle et le début du Moyen-Âge, le royaume légendaire de Sriwijaya était célèbre pour pratiquer la contrebande et la piraterie sur la route de la soie. Les pirates sont sans doute responsables de certains naufrages. Quant à la contrebande, elle est toujours d'actualité. À Jakarta, de nombreux magasins d'antiquités vendent des articles repêchés illégalement sur les épaves. Le plus officiellement du monde. Il est illégal pour un pêcheur de s'approprier ces objets. Mais lorsque moi, j'achète ces articles aux pêcheurs, je ne sais pas d'où ils viennent. Alors j'ai le droit de les lui acheter et de les revendre. C'est légal. Les antiquaires ne connaissent pas l'origine des objets qu'ils acquièrent. Fred d'Oberfool nous montre à quel point il est facile d'acquérir des objets issus du pillage d'épaves à Jakarta, au vu et su de tous. Deux Japonais recherchent de la porcelaine et des bijoux de la dynastie Ming. Quelques minutes plus tard, billets de banque et objets en céramique changent de main. C'est difficile pour les gens ici. La vie en Indonésie est assez dure comme ça. Pourquoi devrait-on s'interdire d'acheter certaines choses et de les vendre? Ce n'est pas près de changer. Dans un pays plus développé peut-être, mais pas en Indonésie. L'État indonésien devra néanmoins agir s'il veut empêcher la disparition des biens culturels retrouvés sur les fonds marins. Il s'agit d'empêcher le pillage des épaves, mais aussi leur renflouage incontrôlé. L'espace maritime indonésien est très vaste et recèle des centaines, si ce n'est des milliers d'épaves. Mais il est difficile de les explorer. Il faudrait qu'un institut spécialisé les prenne en charge, les protège, encadre leur exploitation et, le cas échéant, organise des fouilles. L'épave de Cirebon illustre bien la complexité de la situation. Ce navire gît au fond de la mer de Java depuis environ 1000 ans. Il a été découvert en 2005 et son chargement, repêché par des particuliers, a ensuite été saisi par l'État. Aujourd'hui, les objets retrouvés sur le Cirebon sont précieusement conservés dans un atelier de Jakarta. La cargaison est très intéressante du point de vue archéologique. Des faïences au lustre métallique prouvent notamment que l'islam avait fait irruption en Indonésie 200 ans plus tôt.
Le Chirébon contenait une incroyable quantité de marchandises. On a retrouvé plus de 500 000 objets. La nature du chargement était elle aussi fantastique. Il n'y avait pas seulement des céramiques chinoises, mais aussi une gigantesque collection de carafes arabes en verre et de lapis lazuli d'Afghanistan. Jamais on ne pourra construire assez de musées en Indonésie pour exposer tout ça, ce qui d'ailleurs n'aurait aucun sens, car il s'agit souvent du même objet reproduit à de nombreux exemplaires. Pour la science, quelques milliers d'exemplaires suffisent. Et une fois qu'on a recueilli toutes les informations qu'on peut tirer de ces céramiques, je ne vois personnellement aucun inconvénient à ce que le reste soit vendu. Peut-on commercialiser des découvertes archéologiques? En a-t-on le droit? Ou plutôt, doit-on le faire pour protéger le patrimoine culturel qui gît sous les mers? Les repêchages privés réalisés en Indonésie sont vivement critiqués par l'UNESCO, qui considère le Chirébon comme un exemple de mauvaise gestion du patrimoine culturel subaquatique. C'est une épave inhabituelle du Xe siècle, tout à fait unique, dont on peut tirer énormément d'informations sur les relations commerciales, mais aussi religieuses de l'époque. Le Chirébon n'a pas été étudié comme il aurait dû l'être. Il est regrettable qu'une trouvaille aussi extraordinaire ait fait l'objet d'aussi peu de considération et que tant de pièces aient été détruites pour avoir été manipulées avec négligence. Elle représentait une chance inouïe pour la science. On pouvait apprendre beaucoup de choses et transmettre ces nouvelles connaissances au public en exposant cette formidable collection. Au lieu de ça, une grande partie de la cargaison du Chirébon a été vendue. Ça fait mal au cœur. La chasse au trésor est une véritable industrie. Une industrie tentaculaire et un formidable marché. Or, cette chasse au trésor revient cher. Il faut investir beaucoup d'argent. C'est très destructeur, car les chasseurs de trésors sont des entrepreneurs privés. Tout ce qu'ils veulent, c'est repêcher des antiquités, quitte à détruire le site et donc une partie du patrimoine, en extrayant les pièces qu'ils souhaitent pour les vendre. C'est toujours le même problème. L'archéologie et la recherche coûtent de l'argent, et l'Indonésie n'en a pas. Au ministère des Affaires maritimes, on connaît le problème, mais faute de moyens supplémentaires, on ne voit pas comment intervenir. Le problème, c'est le manque de moyens du gouvernement. Nous sommes obligés de collaborer avec des entreprises privées qui nous aident à assumer les coûts de ces fouilles et à ramener à la surface une partie des objets. Nous sélectionnons les plus précieux qui demeurent la propriété de l'État et sont conservés dans des musées. Le reste est cédé aux entreprises privées qui ont mené les opérations de repêchage et qui doivent être dédommagées pour leur travail. Le problème majeur reste la pauvreté du pays. Tant que les pêcheurs gagneront bien plus en vendant des pièces antiques que du poisson, on ne pourra pas empêcher la contrebande et le commerce illégal. N'oubliez pas qu'une grande partie des objets sont retrouvés sur des épaves situées à très faible distance des côtes. Moins de 12 000 marins, soit 22 km. Elles sont souvent découvertes par des plongeurs et des pêcheurs. Nous soutenons l'action de l'UNESCO, mais ils doivent proposer des solutions compatibles avec les circonstances s'ils veulent qu'on puisse protéger les épaves. Pour cela, il faut des bateaux et beaucoup de personnel, ce qui coûte extrêmement cher. La plupart des objets retrouvés sur les épaves dans les eaux indonésiennes viennent de Chine. Beaucoup de porcelaine, mais aussi un produit qui se vendait très bien en Occident, le tissu qui a donné son nom à la célèbre route commerciale maritime, la soie. Les étoffes obtenues à partir des cocons de verre à soie sont à l'époque fabriquées exclusivement en Chine et constituent l'un des piliers de l'exportation chinoise.
Il y a de fortes chances que ces étoffes aient été les premières marchandises à voyager hors de Chine. On sait que les Romains s'habillaient de soieries. Cela a été historiquement prouvé. Le ver à soie, lui, ne s'est exporté que bien plus tard, selon toute vraisemblance, car il fallait pouvoir aller rapidement d'un point A à un point B, ce qui était plus facile par voie maritime que par voie terrestre, à dos de chameau, d'âne ou de chevaux. La soie compte aujourd'hui encore parmi les étoffes les plus nobles. Le brocart, riche tissu de soie rehaussé de dessins brochés en fils d'or et d'argent, a longtemps été l'apanage des rois et des princes. L'art du tissage du brocart s'est maintenu jusqu'à nos jours. La production des fils de soie qui alimentent les métiers à tisser est complexe. Pour les obtenir, il faut élever des bombyx du mûrier en les nourrissant, comme leur nom l'indique, de feuilles de mûrier. Cette plante est indispensable à la sériciculture. Si l'on veut exporter les chenilles, le trajet doit durer tout au plus quelques jours. La technique d'obtention de la soie est donc restée le privilège de la Chine pendant près de 1000 ans. Ce n'est qu'avec le développement du réseau commercial maritime qu'elle a enfin pu s'exporter dans d'autres pays, à commencer par l'Inde et l'Indonésie. Et voilà pourquoi l'on parle de route maritime de la soie. On raconte que le gouvernement chinois aurait voulu garder secrète la méthode de production de la soie. Or, si l'on veut exporter une marchandise, il faut exporter le savoir qui va avec, sans quoi on court le risque qu'elle n'arrive pas en bon état à destination ou soit inexploitable. Cela s'est vérifié maintes fois à travers l'histoire. La sériciculture posait problème, car le cycle de vie du bombyx du mûrier était de 40 jours, de l'œuf au papillon. Il fallait donc être en mesure d'arriver à bon port en une vingtaine de jours pour que le cocon tissé en chemin par la chenille puisse être exploité sur place à temps. Seul le transport par mer est assez rapide. Toutes les tentatives d'acheminer des vers à soie par l'intérieur des terres ne pouvaient qu'échouer. C'était bien trop lent et trop compliqué. On ne pouvait transporter par la voie terrestre que de la soie déjà produite, destinée à être ensuite travaillée dans les pays acquéreurs. C'est ainsi que les marchands arabes et chinois, et plus tard les tisserands et les couturiers, ont entretenu des liens étroits au travers de l'Empire perse. Une relation commerciale qui a débuté tout doucement sur le continent, puis a connu un essor considérable avec le développement de la route maritime de la soie. Les Chinois trouvent dans le monde arabe des tisserands qui savent travailler la soie brute importée de Chine. Certains acheminent les produits de la Perse à l'Empire ottoman. Ils communiquent donc sur de vastes distances. Tout cela n'est possible que parce qu'ils ont à disposition des bateaux toujours plus rapides. À partir du 8e siècle, de plus en plus de navires marchands chinois sillonnent les mers et ils transportent toujours plus de marchandises, principalement de la porcelaine et de la soie. Le monde arabe d'un côté, le monde chinois de l'autre. Pendant des siècles, ils ont été les moteurs du commerce et des échanges culturels entre Orient et Occident. Quand Zheng He est parti explorer les terres situées à l'ouest de l'océan Indien, il s'agissait pour la Chine de découvrir des régions inconnues du globe. Les jonques chinoises s'étaient peu aventurées dans les eaux du monde arabe jusque-là. L'occasion était propice pour nouer des contacts politiques en Occident. Lors de son 4e voyage, il atteint le détroit d'Ormuz. Dans les sources historiques chinoises,
la cité d'Ormuz est d'abord décrite comme un haut lieu du commerce occidental, compte tenu de ses liens avec l'Iran, puis décrite comme la reine des océans de l'Ouest après les voyages de Zheng He. Avant Zheng He, l'Asie et l'Europe étaient surtout reliées par les routes terrestres. Quand il a entrepris ses expéditions en Occident, il a redonné vie aux anciennes liaisons maritimes. C'est ainsi que Portugais, Espagnols et Néerlandais sont à leur tour partis explorer l'Orient par la mer à partir du XVIe siècle. C'est un fait bien connu qu'à la suite des expéditions de Zheng He, les empereurs chinois ne montrent plus aucune volonté d'expansion maritime. Peu après la dernière expédition de Zheng He, ce sont les Européens qui se lancent dans les voyages de conquête et de découverte. Le Portugais Vasco de Gama contourne l'Afrique et navigue jusqu'en Extrême-Orient avec l'aide des Arabes. À sa grande surprise, il découvre sur son périple des ports très développés, des comptoirs de commerce, des villes florissantes, et aussi ce qui existe depuis longtemps déjà, la route maritime de la soie. Les Européens perfectionneront le système d'échange mis en place. Des siècles durant, le commerce maritime s'est déroulé au rythme des moussons. Pendant la mousson d'hiver, on mettait le cap au sud, et l'été, on remontait vers le nord. Mais les navigateurs européens ne suivront pas ces règles. Si la navigation était réglée sur les moussons, c'est parce qu'elle était tributaire des vents. Avec la mousson d'hiver, le vent poussait les bateaux vers l'Inde. Avec celle d'été, il les aidait à rentrer chez eux. La force de la marine européenne résidait entre autres dans le fait que les embarcations étaient conçues de manière à pouvoir aller contre le vent, ce qui la rendait nettement moins dépendante des conditions météorologiques. Il ne faut pas sous-estimer l'implication des États dans cette évolution. En taxant les échanges commerciaux, ils s'assuraient des recettes fiscales qu'ils pouvaient investir dans la marine marchande pour la rendre plus performante. Les marchands européens modifient rapidement la dynamique de la route maritime de la soie. Quelques années après l'épopée de Vasco de Gama, d'autres navigateurs font le voyage. On établit alors des comptoirs de commerce afin d'exporter directement les biens vers l'Europe. Cette évolution est motivée par la forte demande en produits de luxe chinois. Soie et porcelaine toujours, pour les rois d'Europe, sans oublier les épices et d'autres objets de valeur. Les maisons royales d'Occident sont avides de ces précieuses denrées exotiques. Contrairement à ce que l'on a longtemps cru, l'histoire de la marine chinoise en Asie du Sud-Est ne s'arrête pas complètement après les expéditions de Zheng He. Les chercheurs de l'Alicaï ont découvert une autre épave spectaculaire qui prouve que la navigation chinoise n'a pas dit son dernier mot en 1433. Des expéditions privées ont pris le relais et ont joué un rôle important par la suite. Il s'agit de l'une des plus grandes jonques de charge jamais retrouvées. Le Texing n'est pas un bateau de l'époque de Zheng He. Il a sombré en 1822 devant le récif du Belvédère, près de l'île de Belitung. C'était une jonque qui transportait plus de 1800 passagers et se rendait de la Chine à Java. Outre le grand nombre de passagers, le navire transportait environ 1 million de pièces de céramique. Il mesurait à peu près 55 mètres de long, comportait 5 ponts. Comment a-t-il pu héberger autant de monde tout en transportant une telle cargaison? Il est évident qu'il était surchargé. Et c'est vraisemblablement l'une des raisons de son naufrage. Un naufrage tragique puisqu'il a fait 1600 victimes. Davantage encore que le Titanic. Très peu de passagers ont survécu à la tragédie.
On ignore leur nombre exact. Il y a plusieurs îles à proximité et certains naufragés ont pu y trouver refuge. Certains indices laissent à penser qu'ils se seraient abrités dans des grottes et y auraient survécu des années durant, dans l'espoir qu'on viendrait les sauver. Voilà un fragment d'une grande jarre de stockage qui servait sans doute à transporter de l'eau ou des aliments. Elle pourrait bien dater de l'époque du Texing. Curieusement, ces choses-là étaient utilisées comme des radeaux. L'histoire du Texing est très triste. Plus d'1 millier de personnes sont mortes noyées, mais on pense que quelques-unes ont pu se réfugier sur cette île. Il est tout à fait possible qu'elles aient survécu dans une grotte pendant plusieurs années. Elles y bénéficiaient d'une certaine protection, pouvaient y faire du feu, manger, et peut-être qu'un jour on est venu les sauver, ou qu'elles sont mortes. Au 19e et 20e siècle, la route de la soie se transforme peu à peu en l'important réseau maritime que l'on connaît aujourd'hui. L'Europe exerce une influence croissante, mais la Chine reste attachée à ses traditions. Pour les Européens, la culture de l'Extrême-Orient demeure mystérieuse et fascinante. Sur les côtes chinoises se croisent à présent les bateaux modernes des Européens et les jonques traditionnelles. L'attrait de l'Extrême-Orient reste fort, un monde où l'on voit les choses autrement. D'abord, on ne voit pas le monde de la même façon en Chine. Il en découle une échelle de valeurs totalement différente. On n'a pas la même conception du temps, par exemple. Voyez seulement la durée de leur dynastie. Et le ciel aussi est différent. On y distingue d'autres étoiles. On a donc forcément une autre vision de la marche du monde. Les villages portuaires d'autrefois sont aujourd'hui des mégapoles. Et Singapour est sans doute devenu le principal carrefour du commerce mondial. Les navires ont changé. Et les marchandises sont désormais livrées dans des containers. Mais la route maritime de la soie demeure la grande liaison commerciale entre l'Occident et l'Orient.